Campus, a worldwide web event. Encore une fois, bonjour à tous. Bienvenue à la semaine numéro 3 de notre cours de Nouvelles Terres sur le web. Et à nouveau, je vous remercie, Eckhart-Tolle vous remercie de vous joindre à nous alors que nous nous retrouvons ensemble, étudiants et chercheurs, pour discuter de notre dernière sélection du Book Club, Nouvelles Terres d'Eckhart-Tolle. Je suis heureuse une fois encore de voir que nous sommes connectés avec des lecteurs du monde entier. Nous avons des questions et des commentaires d'aussi loin que Rotterdam, Rio, Beyrouth, Casablanca, Grèce, Séoul et même Tasmania. Hello Tasmania. Merci à tous pour la profondeur de vos emails et je peux vous dire que nous aimons vous entendre d'où que vous soyez. Vous êtes pour le moment 2 millions de personnes qui ont assisté à notre cours en direct ou l'ont téléchargé. Peu importe la façon dont vous regardez, vous êtes bienvenus pour éveiller ce changement de conscience qui se produit vraiment sur toute la planète. Donc, je veux commencer le chapitre 3. Comme vous pouvez voir sur votre écran, vous pouvez taper vos questions et nous les envoyer instantanément. Durant le cours, nous parlerons avec des étudiants via Skype. Vous savez, Skype est ce logiciel libre qui nous permet de faire des appels téléphoniques ou vidéo de partout dans le monde. Bienvenue encore. Merci. Avez-vous eu une bonne semaine? Très bonne, merci. Très bien. Donc pour résumer, la semaine dernière, nous avons parlé de l'état actuel de l'humanité, qui est que nous sommes des humains vivant ici sur la planète Terre, que nous avons un ego, et apprendre à gérer cet ego est le sujet de ce livre. Oui, et en même temps, aller au-delà de l'ego, ce qui signifie aller au-delà de ce que le Bouddha décrivait comme la condition humaine normale, qui est de souffrir. Car ultimement, l'ego, tôt ou tard, en général tôt, produit toujours une forme ou une autre de souffrance. Donc c'est vraiment transcender l'ego. Aller au-delà de l'ego signifie aller au-delà d'une envie forte, inconsciente de générer toujours plus de souffrance, autant dans sa vie personnelle qu'au niveau collectif. Bien, la semaine dernière, nous avons fait quelque chose qui était sans précédent. Vous disiez que ça n'avait jamais été fait à la télévision, le fait d'être juste assis là, en silence. Et je pense que beaucoup de gens ont apprécié cette connexion à ce niveau-là. Donc, voulez-vous le faire encore? Oui. Refaisons-le encore. Ok, donc vous allez nous guider vers le silence. Ok, peut-être juste une ou deux indications par rapport à quoi faire avec votre esprit quand vous allez vers le silence, car ne pas parler n'est néanmoins pas le silence complet, car habituellement, même si vous ne parlez pas, l'esprit est encore actif et produit du bruit. Donc comment arrêter la production de bruit par l'esprit ou comment diminuer la quantité de bruit produite par l'esprit est assez facile. Vous détournez votre attention de l'esprit, de la pensée, et nous avons déjà fait cela la semaine dernière. Devenez simplement conscient que vous respirez. L'air s'écoule à l'intérieur et à l'extérieur et sentez-vous respirer. L'air entre et sort du corps. Et ainsi, nous allons dans le silence, maintenant pour quelques secondes. Juste dirigez votre attention et ressentez votre propre souffle. C'était bien. Oui. La leçon d'aujourd'hui, chapitre 3, commence à la page 59. J'aime l'idée que nous sommes tous littéralement à la même page. Pour tous, page 59, au cœur de l'ego. La plupart des gens sont si totalement identifiés à la voix dans leur tête, cet incessant flot de pensées involontaires compulsives et des émotions les accompagnant, que nous pourrions dire qu'ils sont possédés par leur mental. Ma question pour vous est, si nous ne sommes pas ce flot constant de pensée, alors qui sommes-nous? Maintenant, cette question, habituellement, trouverait une réponse avec l'esprit qui donnerait une sorte de concept de qui nous sommes. Oui, je suis une femme. Je suis afro-américaine. Je travaille à la télévision. Ma mère était, ma mère est. Je vis à, mon job est.
Oui, c'est comme ça que la plupart des gens, si vous leur demandez « Qui êtes-vous » Oui, mais au-delà de ça, car les concepts se réfèrent à qui nous sommes temporairement dans le monde de la forme. Votre mère, votre père, vous avez une telle profession, vous appartenez à telle race, vous êtes un homme ou une femme, la nationalité, toutes ces choses. Maintenant, quand vous demandez qui sommes-nous au-delà de tout cela, il n'y a pas de réponse conceptuelle à cela qui serait absolument correcte. Nous pouvons donner quelques indications. Nous pouvons dire que nous sommes la conscience sans forme derrière tout ça. Nous sommes cela, qui ne peut être défini avec des concepts ou des mots. Donc, savoir qui vous êtes ne signifie pas que soudainement vous avez une nouvelle idée dans votre tête et que vous dites « Oh, maintenant laissez-moi vous dire qui je suis, j'ai découvert qui je suis ». Vous vous approchez du fait de connaître qui vous êtes et vous arrivez à l'endroit où vous avez ce feeling, et je le mentionne quelque part dans le livre, quand les gens me disent « je ne sais plus qui je suis » car ils ont réalisé qu'ils ne sont pas. Ultimement, ils ne sont pas leur profession, ils ne sont pas la fonction qu'ils accomplissent, ils ne sont pas leur nationalité. Donc ils ne sont pas, ils commencent à réaliser que ce n'est pas réellement ce que je suis, mais alors ils entrent dans l'inconnu et disent « bien, si je ne suis pas cela, non, je ne suis plus sûr de qui je suis. » Et je félicite toujours les gens quand ils disent « je ne suis plus sûr de qui je suis désormais ». Bien, habituellement, cela sous-entend de la confusion. C'est la confusion si vous voulez toujours savoir qui vous êtes. Mais si vous pouvez devenir confortable avec le fait de ne pas savoir qui vous êtes, avec le fait de ne pas vous définir à vous-même ou aux autres, principalement à vous-même, car l'ego est une auto-définition constante, s'auto-souvenir de qui vous êtes, vous vous souvenez de votre histoire, de votre passé, vous avez des opinions sur vous-même, donc c'est de l'auto-définition. Mais n'avons-nous pas évidemment besoin de l'ego, Eckhart? N'en avons-nous pas évidemment besoin? Sinon, pourquoi l'aurions-nous? Pourquoi n'aurions-nous pas évolué sans lui? C'est ce que nous faisons maintenant. Donc cela a été une étape dans l'évolution de la conscience. Une étape nécessaire dans l'évolution. Pour la survie. Oui. Pourquoi? L'ego est venu car nous avons commencé à penser. Soudainement, les humains ont développé la capacité à différencier et à penser. Pour moi, le début de l'Ancien Testament décrit vraiment le commencement de la capacité à penser, car ce qui est dit dans l'Ancien Testament est qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. La capacité de dire ça c'est bon, ça c'est mal, de différencier, de commencer à penser. Donc la capacité à penser a émergé dans notre espèce, ce qui d'un certain côté était une chose merveilleuse, mais au long des milliers d'années, de centaines de milliers d'années, notre connexion originelle avec la vie et avec les êtres qui naturellement ont cette connexion, le monde naturel a encore cela, les animaux ont encore cela. Et certaines cultures avaient cela. Certaines anciennes cultures, les Indiens d'Amérique, c'est juste, ils ont encore cela, ce sens d'être enraciné, d'être confortable avec sa propre peau, d'être profondément enraciné à l'intérieur et d'avoir ce sentiment d'unité avec la totalité de la vie, d'unité avec la vie elle-même. Et donc nous avons eu, l'humanité a eu cela une fois, et comme vous dites, certaines anciennes cultures, peut-être qu'il y a des restes d'anciennes cultures, ils ont encore cela, mais les humains, alors qu'ils avançaient de plus en plus dans le processus de la pensée, de la différenciation, leur sens de soi a graduellement bougé du centre de leur être, que je décrirais comme leur cœur ou le plexus solaire, vers leur tête. Dans leur tête. Et ils ont de plus en plus commencé à s'identifier avec le mouvement de la pensée, et graduellement, de cette identification continue avec le mouvement de la pensée, une entité faite de pensée a été produite, et c'est l'ego. Oui, ce qui est ce que vous dites, le fait d'être possédé par notre mental. Oui. Ok, être possédé par notre esprit, que vous dites, c'est l'ego avec l'esprit, et nous l'appelons l'ego, car il y a un sentiment de soi, de jeu dans chaque pensée, chaque mémoire, chaque interprétation, opinion, etc. Et cela aide l'inconscient spirituellement parlant. Oui, car vous vous identifiez avec la pensée, plutôt que de vous identifier avec l'essence intérieure,
qui est ce que nous avons perdu et qui est l'état d'Éden ou de paradis tel que décrit dans la Bible. Nous avons perdu cela et ce n'est pas seulement dans la Bible. Dans beaucoup d'anciennes cultures, il parle d'un âge d'or que nous avons perdu dans beaucoup d'anciennes cultures. Et vous dites les égos sont tous les mêmes. Ils diffèrent seulement à la surface, mais profondément, ils sont tous la même chose. Ok, maintenant tout le chapitre 3 est à propos du cœur de l'ego. Qu'est-ce qui le fait évoluer? Et vous dites cela, ce à quoi nous réagissons chez l'autre, nous le renforçons chez nous. Pouvez-vous nous donner un exemple de cela? Une des choses que l'ego a besoin pour survivre est dans le fait de réagir contre d'autres gens. Ce à quoi vous réagissez chez l'autre, vous le renforcez chez vous, vous dites. Oui, c'est généralement ce à quoi nous réagissons le plus fortement chez les autres et ce que nous condamnons le plus fortement chez les autres est en général quelque chose que nous avons aussi, un trait de caractère que nous avons également nous-mêmes, mais dont nous sommes inconscients. Donc par exemple, quand nous devenons contrariés, si nous rencontrons quelqu'un de très cupide, ou nous pourrions nous énerver contre quelqu'un de malhonnête, peu importe, qui, la force de notre réaction nous signifie que quelque chose en vous est à regarder. Vraiment? Tout le temps? Tout le temps. Bien, c'est à vous de le découvrir, ou à chacun de regarder dans sa propre vie. Quand vous réagissez fortement, soyez attentif et regardez à l'intérieur. Ok, vous dites que se plaindre est une des stratégies favorites de l'ego pour se renforcer lui-même. Chaque plainte est une petite histoire que l'ego se raconte et à laquelle vous croyez complètement. Oui. C'est quelque chose de très commun et peut-être jusqu'à ce que les gens commencent à devenir plus conscients. Et certains égos survivent par la plainte. Certains égos qui n'ont pas grand-chose d'autre auquel s'identifier peuvent survivre juste par la plainte. Le fait de condamner les autres continuellement vous critiquer, condamner ou juger négativement les situations dans lesquelles vous êtes, votre environnement, les autres. Donc l'ego est l'identification avec ses pensées. C'est ça. Ce n'est pas nécessairement les pensées. Non, c'est la chose que vous devenez. Vous devenez ces pensées. Il n'y a pas d'espace entre vous et les pensées. Ok. Donc nommer est aussi une forme que l'ego prend pour se définir lui-même. Oui, et cela, bien sûr, nous pourrions dire que c'est relativement inoffensif. À un niveau, c'est relativement inoffensif d'appeler une personne ceci ou cela, d'attacher une étiquette à une personne. Mais si vous suivez cette voie, sans conscience, encore, vous pouvez voir comment c'est terrible d'étiqueter un autre être humain ou un autre groupe d'êtres humains. Car une fois que vous avez étiqueté, que vous avez attaché une étiquette mentale à un autre être humain, vous vous êtes désidentifié du vivant et de l'humanité de cet autre être humain. Car vous êtes maintenant en relation avec une étiquette. Donc, si vous dites « il est quoi que ce soit »,« il est un communiste »,« il est ceci et cela », immédiatement, au lieu de sentir la vie en cet être humain et d'avoir une certaine empathie avec cela, vous vous en êtes coupé. Vous avez une étiquette. Au chapitre 4, vous parlez de cela, du fait de jouer un rôle, comment nous le faisons de façon temporaire. Je suis par exemple la personne qui va au magasin, je suis la cliente, il y a là l'employé. La personne qui s'étiquette elle-même, l'employé, et je suis la cliente. Il y a alors un certain type de comportement défini que nous avons. Et alors, quand c'est fait de façon collective, l'étiquetage, quand une nation entière étiquette une autre nation d'une certaine façon. Je suis le patron et vous êtes le concierge, vous êtes mon subalterne. Tout ça sont des formes d'étiquetage mental et toutes les sortes d'étiquettes mentales avec laquelle vous identifiez vous rendent insensibles à l'humanité de l'être humain. Et alors toutes sortes de choses sont possibles, même la violence devient possible. Ok, j'ai compris. Je viens juste de comprendre cela. Vous vous rappelez tous, il y a 2 semaines, nous parlions de marcher sous les arbres, de sentir la nature, de ne pas nommer les fleurs, d'être capable d'expérimenter l'essence des fleurs. Et ce que vous dites ici, c'est qu'on étiquette les gens comme c'est un idiot ou quoi que ce soit d'autre. Une fois que vous commencez à faire ça, vous devenez insensible à qui ils sont en réalité de la même façon que quand vous étiquetiez les choses de la nature.
Ok, nous avons Bill. Hello Bill, nous avons déjà parlé avec vous plus tôt dans la journée. Comment allez-vous? Bill dans le Connecticut sur Skype. Bill et moi nous sommes Skypés durant le Oprah Show un peu plus tôt aujourd'hui. Quelle est votre question maintenant? Bon, avant tout, Eckhart, j'aimerais dire que ce livre parle de la quintessence de la vie. C'est une lecture incroyable. J'ai une question très simple. Est-ce que vous comparez l'esprit de l'ego au subconscient? Je n'utilise pas ces termes, car ils émanent de cadres de référence complètement différents. Ok. Il y a bien sûr beaucoup d'activités subconscientes dans l'esprit de l'ego. Ok, mais est-ce qu'ils marchent en conjonction l'un avec l'autre ou sont-ils séparés? Essentiellement, pour que l'ego puisse se développer, vous devez être inconscient de lui. Donc, je décrirais le fonctionnement de l'ego comme faisant partie dans son entier de l'inconscience. Ok. C'est seulement quand vous devenez conscient de ces fonctionnements qui opèrent dans votre esprit que vous sortez de l'inconscience, et c'est pour ça qu'on parle de s'éveiller. Et quand vous devenez soudainement conscient de, peut-être initialement, de ce petit schéma dans votre esprit, par exemple, nous parlions du fait de se plaindre. Si vous devenez conscient que souvent durant la journée vous vous plaignez inutilement, puisque sans but aucun, à propos des gens ou des situations, et que vous commencez à vous dire « Oh, il y a cette voix qui se plaint dans ma tête », en même temps que vous le dites, il y a une dimension de conscience plus profonde qui apparaît soudainement à partir de laquelle vous pouvez devenir conscient de cette voix. Et ce que vous dites est que vous, nous sommes la conscience. C'est ça. Nous sommes la conscience. C'est essentiellement qui vous êtes. Vous n'êtes pas toutes ces choses dont la conscience peut être consciente, les étiquettes, etc. Vous êtes la conscience elle-même. Vous êtes la conscience. Et aussi longtemps que vous ne savez pas cela... Cela n'explose-t-il pas votre esprit, Bill? Tout à fait. Je suis complètement nettoyé ici. Ce qui est si fascinant, je partageais cela avec Eckhart alors que nous préparions la leçon de ce soir, c'est que nous avons reçu un email de vous dans lequel vous nous parliez de comment votre vie était en train de s'effondrer. Vous ne communiquiez plus avec votre femme. Oui, Oprah, je ne communiquais avec personne, j'étais juste en train de stagner et j'avais besoin d'être réveillé et j'étais en recherche de quelque chose. Et quand j'ai entendu que vous mentionnez ce livre, ce titre m'a frappé, Nouvelle Terre. Vous savez, c'est vraiment cool et j'ai vraiment eu besoin de vérifier. Et ça m'a pris 5 semaines pour l'acheter, mais c'est devenu mon mode d'emploi pour la vie. C'est juste une composition incroyable, vraiment. Vous disiez sur le Oprah Show plus tôt aujourd'hui, beaucoup de gens qui nous rejoignent ce soir n'ont pas vu le Oprah Show. Mais vous disiez tout à l'heure, alors que nous scapions, que vous vous êtes assis pour vous y consacrer quelques heures. Oui, vous savez, j'ai expédié 2 ou 3 chapitres et j'ai été tellement captivé par toute cette vague d'écriture. Et c'était, waouh, que je n'ai pu m'arrêter. Et 12 heures plus tard, j'ai refermé le livre et quelle promenade incroyable. Ok. Et quelle était la plus grosse réalisation? Bill, quelle était la plus grosse réalisation pour vous? La plus grosse réalisation, vous savez, le livre dans sa totalité est en lui-même une réalisation. Chaque chapitre et chaque paragraphe. Mais ça a vraiment commencé pour moi à partir du 3e chapitre et le suivant. Comment on a été élevé, comment on en est arrivé à vivre cette vie dysfonctionnelle. Et Oprah, laissez-moi vous dire que j'ai grandi dans la famille la plus dysfonctionnelle qui puisse exister et que vous ne voudriez jamais connaître. Et c'est quelque chose que l'on transporte ensuite avec nous. Votre corps de souffrance. Et j'ai dit, vous savez, c'est un mode d'emploi pour la vie. Nous sommes balancés comme ça dans la vie, mais on ne nous donne pas. Vous savez, on a des modes d'emploi pour nos voitures, nos différents appareils électroniques et autres, mais nous sommes balancés comme ça, là, vous savez, en tant que jeune adulte, vous devez vous débrouiller, mais alors que nous essayons d'avancer, nous sommes consumés par toute la négativité qui est dans la société, la négativité qui est dans nos familles, vous savez, et on peut aller nous-mêmes
loin, mais ce livre peut nous amener bien plus loin encore. Bien, merci Bill. Bill, merci. Je suis contente que vous étiez dans les parages alors que je parlais. Et Carte, je dois vous dire quelque chose. Vous êtes, je ne sais pas d'où vous venez. J'ai lu dans le livre que vous aviez étudié, vous n'avez jamais précisé quel type de carrière vous vouliez faire. Vous avez juste dit que vous étudiez pour faire une carrière lucrative et que vous êtes les sentiers battus pour entrer dans le royaume spirituel. Il faut que je vous dise quelque chose, mon ami. On a besoin de plus de gens comme vous. Bill, je vous remercie beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? C'est un point intéressant que Bill soulève. Que faisiez-vous avant? La semaine dernière, vous disiez que votre truc, c'était que vous n'avez jamais pensé que vous étiez mignon, mais que vous aviez un esprit avec un très grand intellect. Un intellectuel, je suis allé à l'université assez tard car j'ai quitté l'école à 13 ou 14 ans et ensuite à 18 ans j'ai été vivre en Angleterre et j'ai soudainement été intéressé par les choses intellectuelles. J'étais en recherche, devenant déjà de plus en plus malheureux. Et je pensais que toutes les réponses se trouveraient au niveau intellectuel. Donc qu'avez-vous planifié de faire? Pas d'être un maître spirituel apparemment. Non, devenir un professeur et avoir toutes les réponses. Et à la vie, et après un moment j'ai réalisé qu'il n'avait pas les réponses. Et je suis devenu de plus en plus dépressif et malheureux, et ensuite, soudainement, quelque chose s'est produit à l'intérieur, et cette désidentification de mon esprit est arrivée, qui s'est produit chez notre ami Bill, alors qu'il lisait le livre, car quand quelqu'un lit le livre et qu'il y a une telle réponse, cela signifie que la lecture du livre coïncide avec son propre réveil. Alors qu'il aimait cela se produit car il était déjà tellement prêt pour cela. Il était prêt. Vous savez, prêt pour cela. C'est merveilleux à voir quand ça se produit. Quand ça se produit. Mais ok, nous parlions tout à l'heure de l'ego qui aime se plaindre. Tout d'abord, il aime croire quoi? Il aime s'identifier avec les pensées dans la tête et croire ses pensées et aimer se plaindre. Mais n'y a-t-il pas certaines choses dont il est légitime de se plaindre? Vous savez, par exemple, quelqu'un qui fait construire sa maison et qui à un moment donné reçoit l'info de la part des constructeurs que ça sera fini à un certain moment et que ça aura un certain prix. Et souvent, ça se passe différemment de ce à quoi vous vous attendiez. Beaucoup de gens se plaignent de cette façon. N'est-ce pas légitime? Oui. Comme quand vous parliez dans le livre de ma soupe qui est froide. Oui, dans le restaurant, ma soupe est froide. Parfois, votre soupe est froide. C'est vrai. Donc si c'est ce genre de plainte dont nous parlons, c'est-à-dire principalement la plainte de l'ego qui n'a pas vraiment d'intérêt car elle n'est pas vraiment là pour amener un changement quelconque à la situation. Oui, c'est de la plainte et du ressentiment. Oui, et pour beaucoup de gens, ça ne se produit que dans la tête. Parfois, ils l'expriment verbalement aussi, mais la plainte se produit souvent seulement dans la tête. Mais peu importe que ça s'exprime verbalement ou juste mentalement, dans probablement 90% des cas, elle n'a pas vraiment de but car elle ne cherche pas à changer les choses. Elle est là pour renforcer l'ego. Je vois ça. Et ensuite, bien sûr, il y a bien sûr des situations où quelque chose a besoin d'être dit pour apporter un changement dans la situation et c'est alors une forme de plainte complètement différente. Où vous dites quelque chose afin qu'un changement se produise. Par exemple, la soupe froide au restaurant, vous dites « La soupe est froide, s'il vous plaît, apportez-moi une soupe chaude ». C'est ok. Vous pourriez appeler cela également une forme de plainte. Et aussi loin que cela concerne cette forme de plainte qui est connectée à une situation réelle, dans le but d'amener un changement, il y a deux façons possibles de se plaindre. Il y en a une qui amène l'ego dans la situation aussi, et c'est quand l'ego, tente de donner tort à quelqu'un. L'élément personnel vient s'introduire et avec vient la négativité. Donner tort à quelqu'un parce que ma soupe est froide. Oui. Condamne. C'est ça. Oui. Vous personnalisez l'histoire et vous faites d'une autre personne, on pourrait dire presque votre ennemi. Quand vous vous plaignez de cette façon. Donc par exemple, si c'est un constructeur qui travaille à faire votre maison, il peut y avoir une autre façon de se plaindre et que peut-être je n'appellerai pas se plaindre, mais plutôt simplement signaler la situation. Signaler la situation. Oui, sans la négativité qui vient avec quand c'est l'ego qui le fait. Et donc cela peut être
être pratiqué et ce que vous décrivez ou signalez dans le but de changer la situation va alors être beaucoup plus efficace si cela est fait sans la négativité. Car si cela vient avec de la négativité, cela provoque une réaction négative chez l'autre. Et alors toute la situation devient conflictuelle. Comme vous dites, voir si vous pouvez remarquer la voix dans la tête. Je suis en page 64, second paragraphe. Quand vous dites, voyez si vous réussissez à remarquer la voix dans votre tête au moment même où elle se plaint de quelque chose. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la voix de l'ego. Et ensuite, plus loin, vous dites, dès l'instant où vous devenez conscient de l'ego en vous, il n'est plus à proprement parler l'ego, mais juste un vieux schème mental conditionné. Oui, car l'ego signifie que vous n'êtes pas conscient de cela. Donc, ego veut dire inconscience. Une bonne chose que les gens peuvent se demander quand ils deviennent conscients de cette voix qui se plaint mentalement ou verbalement, c'est est-ce que cela amène un changement à la situation? Et s'ils y regardent clairement, souvent la réponse est non. C'est juste moi en train de me plaindre. Oui. Car ça nourrit juste mon idée de ce qui devrait être. Et ce que la voix qui récrimine aime également, c'est de recevoir la confirmation de quelqu'un d'autre qui dit oui, vous avez raison de vous plaindre, et comme ça, deux personnes se rejoignent. Oui, et comme ça, vous continuez à nourrir cela encore et encore. Et vous aimez ça. Doris nous skype de la banlieue de Londres, en Angleterre. Doris, quelle est votre question? Hello. Le livre résonne très profondément en moi, et je dois dire, et en lisant le premier paragraphe en page 62, le ressentiment et l'émotion qui accompagnent les doléances, ça a fait émerger en moi une question, et je me suis demandé d'où viennent les sentiments douloureux, blessés. Est-ce que c'est quelque chose que mon ego me demande de sentir, ou d'où cela vient-il, Eckhart? Pouvez-vous nous parler d'une situation? C'est toujours plus facile de se baser sur une situation réelle, un exemple. Eh bien, quand vous êtes blessé personnellement d'une façon ou d'une autre, parce que quelqu'un vous dit par exemple, et donc à propos de la tristesse, vous savez, vous perdez quelqu'un ou autre chose, la blessure peut venir de beaucoup différentes sources. D'où vient-elle en réalité? Dans quelle mesure sont-elles reliées à l'ego? Merci. Donc souvent cela arrive que, disons, quelqu'un vous critique et vous vous sentez blessé. Car peut-être vous étiez attaché à ce que vous faisiez et vous êtes blessé. Maintenant, qu'est-ce qui en vous se sent blessé? Oui, c'est l'ego qui se sent blessé. Et tout d'abord, quand cela arrive, vous ne pouvez dire « Oh, je ne devrais pas me sentir blessé et je ne devrais pas avoir un ego ». Ça ne marche pas. Vous acceptez simplement que c'est ce que vous ressentez maintenant et vous reconnaissez ce qui en vous produit ce ressenti. Ah, ok. Juste ressentir. C'est une image mentale de vous-même qui est devenue dure, car la plupart des gens se voient en tant que bonnes personnes. Et si quelqu'un vous dit que vous êtes mauvaise, immédiatement quelque chose se sent blessé. Et beaucoup de gens deviennent très en colère. Ils ne sont pas seulement blessés. Pour beaucoup de gens, cela se transforme immédiatement en de la colère. Et l'ego veut immédiatement se défendre, même en conduisant une voiture. Souvent, par exemple, disons que vous êtes en train de conduire et soudainement un autre conducteur vous traite d'idiot. Cela est blessant. À un niveau, ça blesse. Cela blesse l'ego. Et habituellement, l'ego se met immédiatement en mode d'auto-réparation, comme je l'appelle. Et il va répondre quelque chose dans le but de se réparer. Mais je ris car je pense, vous savez, si quelqu'un me traite d'idiot, une fois quelqu'un m'a fait un geste obscène et j'étais stupéfaite, mais je ne me rappelle pas avoir été blessée réellement. J'étais si surprise. Mais oui. Mais d'autres gens seraient blessés. Mais vous n'étiez pas car... J'ai pensé que cette personne devait avoir une très mauvaise journée. Oui, vous étiez en contact avec un niveau plus profond de vous-même. Rien n'est blessé, un niveau où vous ne pouvez être blessé. Ou à l'époque où j'avais l'habitude de prendre un taxi tout le temps, quand je tombais sur un chauffeur de très mauvaise humeur, s'il était dans une humeur terrible, je lui donnais un double pourboire afin qu'il puisse être plus sympa avec la personne suivante.
Oui, il y a une histoire à propos d'une personne à un haut niveau du gouvernement au Japon qui alla voir un maître zen et lui demanda « Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le soi ?» Le soi signifie-t-il vraiment l'ego? Car vous venez de parler du soi en vous. Pouvez-vous m'expliquer? Le maître zen répondit « Mais quelle stupide question! Pourquoi posez-vous des questions aussi stupides ?» Et immédiatement la personne du gouvernement dit « Comment osez-vous me parler de cette façon? Ne savez-vous pas qui je suis ?» Et le maître zen lui répond « C'est ça l'ego. » C'est l'ego. Maintenant, cette personne a été blessée et ça s'est transformé immédiatement en colère. Donc, chaque fois que vous vous sentez blessé, c'est votre ego. Ok. Maintenant, vous dites aussi, Doris, en page 65, il dit « Le ressentiment qui dure s'appelle rancune. Porter de la rancune en soi, c'est être en permanence contre. Et c'est la raison pour laquelle la rancune constitue une partie significative de l'ego chez bien des gens. Les rancunes collectives peuvent survivre pendant des siècles dans la psyché d'une nation. Nous savons cela, ou d'une tribu, et alimenter un cycle sans fin de violence. Et donc j'imagine que nous pouvons tous nous demander quelles sont les rancunes que nous nous autorisons à véhiculer, ou les rancunes familiales, qui continuent d'avoir de la rancune et vous ne vous rappelez même plus pourquoi vous transportez cette rancune. Rancune personnelle, rancune familiale, rancune entre tribus, groupes religieux, nations, etc. C'est terrible. Et donc, êtes-vous en train de dire qu'aucune rancune n'a de raison d'être? Toutes rancunes sont basées au cœur, en tant que cœur de l'ego? C'est un fonctionnement essentiellement de l'ego que de maintenir des rancunes. L'ego se maintient en vie. C'est un des moyens pour lui de se maintenir en vie. Vous dites également en page 66, ici Doris, n'essayez pas de vous débarrasser de la rancune. Essayer de se débarrasser ou de pardonner ne fonctionne pas. Le pardon se produit naturellement. Quand vous voyez que la rancune n'a d'autre raison d'être que de renforcer un faux sens de soi, le pardon se produit. Quand vous réalisez qu'avoir du ressentiment est juste là pour construire votre ego, mais ce ressentiment ne vous aide qu'à véhiculer cette fausse idée de qui vous êtes. J'ai compris. Vous avez compris, Doris? Oui, j'ai compris aussi. Oui, merci beaucoup. Vous avez compris aussi. Merci beaucoup. Merci. Oh, merci. Nous avons Tim, un officier de l'aviation militaire à la retraite qui vit en Sicile. Hello Tim, votre question? Hello Pra, comment allez-vous? Bien, c'est bon de vous parler. Oui, c'est bon de vous parler, merci pour cette opportunité, c'est un vrai honneur de vous parler ainsi qu'à Eckhart. Ok, votre question? Je veux d'abord mettre ça dans le contexte. Je saute plus loin en page 74 où Eckhart mentionne que parfois vous avez besoin de vous protéger contre le profondément inconscient. Par rapport à ça, ma question est, dans le cas de la guerre, si je me protège moi et les autres via la violence, j'ai l'impression de participer à cette insanité dont il parle. Mais donner nos vies à une masse inconsciente de gens sans nous rapprocher de l'extinction. Et je crois que ma question est, mes actions de défense amènent-elles ou non l'humanité vers l'illumination collective? Et pour poursuivre, je voudrais savoir si c'est possible personnellement d'aller à la guerre et rester présent. Vous savez, garder cet espace entre mon ego et mon vrai soi. C'est une question brillante, profonde. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre question. Non, merci. J'ai personnellement connu des gens et lu des comptes rendus de gens qui ont expérimenté un éveil au milieu de l'agitation d'une situation de guerre. Quand la mort était imminente et pouvait arriver dans n'importe quelle seconde. Quelque chose en eux se désidentifiait soudainement. L'ego se brisait au milieu de la souffrance générée par la situation. L'ego s'effondrait comme ça. C'est également produit chez des gens dans les camps de concentration, les prisons.
Je reçois régulièrement des lettres de gens en prison qui me disent qu'ils sont soudainement devenus libres. Ils sont encore en prison mais se considèrent libres. Donc nous parlons peut-être ici non seulement de la guerre, mais de toutes sortes de situations qui habituellement seraient décrites comme extrêmement négatives et inconscientes. Et est-ce possible de s'éveiller dans ce contexte? Oui, ça arrive. Je dirais que chaque être humain a un maître spirituel. Pour la plupart, leur maître spirituel est leur souffrance. Et une situation de guerre est une forme extrême de souffrance. Et ultimement, tout ce qui se produit ici va nous amener à l'éveil. Même quelque chose qui semble très négatif en surface, comme la guerre. Finalement, même ça nous amènera vers un éveil. Et c'est déjà ce qui se passe. Donc oui, c'est possible de soudainement s'éveiller dans le contexte de la guerre. Ce qui se passe alors, je ne peux le prédire, ça dépend de la situation. C'est vrai également qu'une fois que vous vous êtes éveillé, il y a peu de chances que vous fassiez encore partie de la violence. Je ne dis pas que c'est obligatoire, rien ne peut être affirmé de façon catégorique, mais désormais, vous n'êtes plus en résonance avec la violence. Maintenant, je ne sais combien il faut de personnes, je ne sais pas combien il faut de gens éveillés pour ne plus générer l'inconscience, la négativité qui produit la guerre. C'est ce vers quoi nous évoluons. Nous évoluons vers ça. Nous n'avons pas été très bons au XXe siècle ni au XXIe. Non, le XXe siècle a été terrible, le plus terrible. C'est presque comme si l'ego avait atteint là un point culminant de sa folie. Et on peut voir que beaucoup de cela continue maintenant, au XXIe siècle également. Mais en même temps, quelque chose se passe dans ce siècle qui est sans précédent. Ça a commencé en fait à la fin du siècle dernier. Cet éveil collectif est sans précédent. Si vous regardez, par exemple, dans les situations de guerre précédentes, il y avait peu de questionnement par rapport à ça. Oui, ça n'avait jamais autant été remis en question par les gens. Oui, vous expliquez dans le chapitre 4 comment le mouvement hippie a amené un changement dans la conscience aux États-Unis. Le mouvement lui-même avait commencé à se désintégrer, mais les hippies ont amené un défi au statu quo tel que nous le connaissions. Les hippies disaient... Oui, c'est aussi une désidentification par rapport à l'image collective. Car jusqu'à ce moment-là, les gens étaient très identifiés au collectif. Se comportant d'une certaine façon, faisant les choses comme on leur avait dit de faire, obéissant au statu quo, oui, ok. Vous dites, l'ego prend tout personnellement. Pour en revenir à ce que Doris disait tout à l'heure, l'ego prend tout personnellement. L'émotion émerge, on se met sur la défensive, on va peut-être même dans l'agression. Est-ce que vous défendez la liberté? Non, en aucun cas la vérité a besoin d'être défendue. Quand les gens se disputent, d'habitude les disputes se transforment en violence si les gens sont très inconscients et beaucoup d'entre vous l'êtes encore. Les disputes deviennent violentes. Donc les gens se disputent à propos de quelque chose. En général, ce qui se passe, c'est qu'ils sont si identifiés avec leurs opinions à propos de... Avoir raison. Oui, avoir raison, leur position mentale. Et que chaque remise en question de leur position mentale est vue comme une attaque envers eux. Et c'est comme ça que l'ego est dans la confusion de qui vous êtes. Vous savez, je vais vous raconter une histoire amusante alors que je lisais ce livre. J'étais en train de dîner avec Stéphane. Nous étions juste tous les deux à parler de ce qui est le plus important dans la vie. Et j'ai dit, je crois que la chose la plus importante dans la vie, c'est de savoir si oui ou non l'univers est compatissant. Et il a dit, en fait, je ne suis pas d'accord. La chose la plus importante est de savoir comment travailler
compter sur mes forces. Et j'ai continué. C'est ridicule, car la chose la plus importante est est-ce que tu crois ça, de savoir si l'univers a de la compassion ou non? Et donc, nous nous disputions par rapport à ça. Et il n'était pas d'accord avec mon point de vue. Et j'ai dit, tu sais, je sais que j'ai raison. J'ai quitté la table et je suis montée à l'étage, car je ne voulais plus continuer la conversation. Et vous savez, une demi-heure plus tard, il est monté et a dit, ok, tu as raison. Et j'ai dit que je n'avais pas besoin d'avoir raison. Alors j'ai réalisé que oui, c'est exactement ce que je voulais. Mon ego se disputait car il défendait son droit d'avoir raison. Identification avec une position mentale, avec un concept dans la tête, peut arriver si facilement. Oui, nous parlions de choses en rapport avec la compassion ou la non-compassion. Bien, mon ami Kidada Jones, chez qui j'étais pour l'anniversaire des 75 ans de son père, Quincy Jones, a eu 75 ans, et Kidada était là-bas, sa fille, et nous avons commencé à parler de Nouvelle Terre, et elle avait tellement de questions que je lui ai dit, Kidada, pourquoi ne nous skyperais-tu pas lundi? Et te voilà. Hello Kidada. Hello Eckhart, hello Oprah, comment allez-vous? Bien, et ta question? Ok, ma question est, ce livre m'a vraiment touché profondément dans mon cœur. Et je sais que ce qui est dit est la vérité. Mais j'ai une telle résistance et je ressens comme si tout le monde de la forme était une illusion. Et du coup, ça devient terne. Et j'en suis à un point dans ma vie où j'ai des buts, je suis excitée par rapport à ma carrière, je veux avoir des enfants, je veux avoir un super compagnon de vie. Et si tout est illusion, où est le fun? Il n'y a pas l'ego? Vous n'avez besoin de croire, vous n'avez pas besoin de croire que tout est illusion. Vous êtes à une période de votre vie où vous pouvez simplement jouir du jeu de la forme. Finalement, vous arrivez à un point, comme tout à chacun, où les formes ne sont plus complètement satisfaisantes. Elles laissent un certain vide et même de la frustration. Mais vous n'avez pas encore atteint ce point-là. C'est bien. En attendant, jouissez de votre vie, soyez aussi présente que vous le pouvez. Ce qui signifie, ne vous projetez pas continuellement dans de quelconques moments futurs qui promettent de plus grands accomplissements. Mais si ça se produit et que vous ne pouvez vous en empêcher, c'est ok aussi. Mais pourquoi ne pas jouir de ce moment tel qu'il est? Vraiment, c'est tout ce que vous pouvez faire. Cela n'est pas fait pour enlever de la joie à votre vie. C'est en fait pour approfondir vraiment la façon dont vous vivez, au lieu de vivre à la surface des choses et s'attendre à un accomplissement à travers du relativement superficiel. Allez plus profondément à un endroit où la vraie joie réside. Je sais, je crois que c'est une bonne question que tu as soulevée, Kidada. J'ai entendu cela particulièrement chez beaucoup de gens de ton âge qui disent « Et maintenant, où est l'ambition? Est-ce que l'ambition est mon ego ?» Bonne question. Oui, vous voulez faire une super carrière, vous voulez que les choses se produisent, vous êtes excité à l'idée de rencontrer quelqu'un, vous voulez avoir un bébé que vous allez aimer follement, et alors j'entends la voix des cartes et je dois me souvenir de mon ego et me souvenir que c'est la forme, et ça me rend juste un peu désexcité, et j'imagine que ce n'est pas être dans le moment présent. Non, là vient un moment où vous pouvez voir très clairement la vérité de cela dans votre vie, jusqu'à ce que vous voyez la vérité de cela très clairement dans votre propre vie. Le livre reste à un niveau conceptuel, et donc je ne dirais pas qu'il y ait quoi que ce soit dans le livre que vous devriez croire. Si le livre fonctionne pour vous, la vérité en lui est immédiatement reconnue, comme pour Bill, avec qui nous avons discuté tout à l'heure. La vérité du livre est immédiatement reconnue et il y a un feeling de « Ah, oui ». Mais à l'âge de 20 ans, je n'aurais pas compris la vérité de ce livre. J'avais des ambitions, je voulais devenir un grand professeur, je voulais être connu, avoir du succès. Je voulais montrer au monde que je pouvais y arriver. Donc je travaillais dur. Si à ce moment j'avais lu ce livre, j'aurais dit la même chose que vous. Je ne veux pas de cela maintenant, je n'en ai pas besoin. Vraiment, aussi longtemps que vous sentez que vous n'avez pas réellement besoin de ce livre, c'est ok, vous devriez continuer de faire ce que vous faites. Je ne l'entends même pas dire qu'elle n'en a pas besoin, je pense.
Oh, j'en ai complètement besoin. Je sais totalement que ce livre est réel et vrai, et je vais en fait avoir 34 ans dans une semaine. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi de réaliser comment intégrer cette conscience. Je veux aborder cette partie de ma vie de façon très consciente, mais il y a probablement une petite part en moi, ou une grande part de moi, qui s'accroche à la forme. Je vis à Los Angeles, je suis dans un business où la forme est au premier plan. C'est difficile à harmoniser. Je me demande juste comment récolter les fruits et ne pas s'identifier à la forme. Oui, les formes. Vous pouvez jouir de la forme et vous pouvez seulement vraiment en jouir si vous n'êtes pas complètement identifié avec la forme. Car si vous êtes complètement identifié avec la forme, il y a toujours un élément de peur que la forme peut vous laisser. Une situation que vous avez, quelle que soit la forme que cela peut prendre, soudainement, elle ne sera plus satisfaisante. Donc, le fait d'être attaché à la forme ne signifie pas vraiment que vous en jouissiez. L'attachement à la forme produit de la négativité et de la peur autour d'elle, autour de votre situation de vie. C'est faire ce que je disais, Kidada, je crois, dans une émission précédente, comme particulièrement à Los Angeles. Vous savez, la grande ville du fun, la ville des anges. C'est d'être capable d'être dans le monde, mais pas du monde. Oui. Être dans le monde, mais pas du monde. C'est ça, l'attachement est moins fort à ce moment-là. Plus vous êtes présent avec chacune de vos expériences de vie, plus vous êtes présent dans l'instant, moins vous êtes attaché. L'attachement a besoin du futur, il a besoin de plus. Il regarde vers l'avenir, il y voit une menace ou de l'espoir. Donc, soyez aussi présent que vous le pouvez dans chaque situation de vie, dans chaque moment de votre vie. Oui, et ce que vous disiez, je pense, dans un des prochains chapitres, soyez capable d'être présent avec vos enfants, plutôt que juste vous déplacer avec eux. Être présent avec vos enfants. Hey Kidada, super de te voir sur Skype. Merci de m'avoir reçu. Allons voir notre groupe d'études qui nous regarde Borders sur la Michigan Avenue. Hello vous tous. Hello. J'ai entendu que Jamie est là avec une question. Oui, hello Oprah, hello Eckhart. Hello. Mon nom est Jamie, ma question est page 83. Vous mentionnez la célébrité comme étant une telle chute pour l'ego et je me demandais Oprah comment vous faites pour gérer ça. J'avais l'intention de vous poser cette question également. Vraiment. Oh, merci de mettre ça sur le tapis, Jamie. Comment je fais pour gérer ça? Je crois que je ne suis pas attachée à la célébrité. Je ne sais pas si c'est vrai car j'ai été célèbre durant presque toute ma vie d'adulte. Mais je crois que ce que je fais vient de... Vous savez, je me considère bénie. Et je suis bénie car j'ai reçu la célébrité et l'attention et l'argent par le fait d'être moi-même. C'est ça, vous ne jouez pas de rôle. Oui, je n'ai pas à être autre chose que moi-même et donc... Et c'est très rare. À la télévision, presque tout le monde joue un rôle. Et votre succès est dû au fait que vous êtes vous-même. Vous êtes la même personne en dehors de la télévision que vous êtes ici en studio. Donc, et vraiment, cela peut s'appliquer à tous. Plus vous êtes vraiment vous-même, sans jouer de rôle, plus vous êtes puissant. L'ego vous dit que vous avez besoin de jouer un rôle. Mais votre vrai pouvoir vient du fait que vous ne jouez pas de rôle. Je vais vous dire ceci, quand j'ai commencé au début, j'étais reporter et je n'étais jamais satisfaite. Je ressentais toujours que j'exploitais les gens. Toute ma journée était basée sur le fait de rechercher les pires histoires possibles pour en faire des reportages. Et j'étais aussi une présentatrice. Et quelque chose se passait, Jamie, quand la lumière s'allumait. Comme sur cette caméra, il y a une petite lumière rouge d'allumée. Et soudainement, alors que je parlais comme maintenant, quand la lumière s'allumait, je prenais ma voix de présentatrice de nouvelles telle que, selon moi, j'étais supposée être. Et une nuit, j'étais en train de lire un texte que je n'avais pas relu avant, et je nommais beaucoup de pays, et le Canada était sur la liste. Et j'ai appelé Canada
Canada. Et j'ai commencé à me fissurer et j'ai dit, ne viens-je pas d'appeler le Canada Canada? Et ça a été une percée, un moment de révélation pour moi à la télévision, où j'ai été capable, vous savez, pendant quelques secondes de traverser la façade de la présentatrice qui assure et connaît tous les différents pays. Et ce moment était tellement drôle pour moi que je ne pouvais plus m'arrêter de rire et c'est là qu'a commencé pour moi la réalisation du fait d'être capable d'être moi-même avec ce petit aperçu. Donc, aviez-vous une question pour Eckhart? Avec tout ça, ces émissions et être avec Oprah, c'est évident que vous êtes devenu incroyablement célèbre. Et je ne vous ai pas posé la question car c'est ce que vous prêchiez. Vous savez, depuis que vous avez écrit Le pouvoir du moment présent. Mais anticipez-vous ou avez-vous complètement intégré cette donnée? Ne vous attendez-vous pas à ce que ça devienne un problème? Ou pensez-vous que la célébrité puisse avoir une incidence sur vous désormais? Oui, maintenant c'est trop drôle. Amy Gross, qui est l'éditeur de Low Magazine et qui est aussi une personne plutôt centrée, nous étions en train de parler d'Eckhart pour un article fait à partir d'une conversation que nous avions eue plus tôt pour l'édition du mois de mai. Et nous imaginions Eckhart venant à la première session il y a 2 semaines. Ne serions-nous pas surpris si Eckhart venait avec un chapeau en fourrure et 1 kilo d'attirail, de bijoux, des lunettes de soleil, entouré de gens? S'il entre comme ça... Yo, quoi de neuf ici? Non, je ne pense pas qu'il soit affecté. Quand j'ai rencontré Eckhart, il y a plusieurs mois, de nombreux mois en arrière, je ne sais même plus depuis quand c'était, pour lui dire que j'allais choisir Nouvelle Terre pour la sélection du Book Club. Je crois que c'est quelque chose comme notre 61e sélection. Il était très calme, si calme par rapport à ça. Plus tard, un des producteurs me demandait, l'as-tu appelé? L'as-tu appelé? Et j'ai dit oui, je l'ai appelé. Et il a dit, eh bien, était-il excité? Et je lui ai dit, je pense que pour lui, il y avait de l'excitation. Quand j'ai dit, j'ai choisi votre livre, il a répondu, oui, très bien. Donc, de toute façon, je ne crois pas qu'il a pris la grosse tête. Et écoutez, jusqu'à présent, pas d'attirail. Quand ça se produira, alors vous saurez que l'ego est mort. Donc faites-le moi savoir. Quand Eckhart arrivera avec 2 boucles d'oreilles, je vous préviendrai, ok? Nous verrons. Merci beaucoup Jamie et tout le groupe de Border. Merci pour être là chaque semaine. Hey Borders, Michigan Avenue. Voyons les questions par email envoyées depuis le début de cette session sur notre écran d'ordinateur. C'est Melissa de Quabbordshire, à l'ouest de la Virginie. Elle dit s'éveiller avec des inquiétudes. Ma sœur est dépendante des drogues. Elle a fait des cures de désintoxication sans succès. Tous les jours, on s'inquiète pour elle. Nous avons peur qu'elle meure si elle continue. Ma question est comment peut-on s'éveiller avec cette grande destruction dans nos vies? Bonne question. Oui, bien. La première des choses est que vous devez prendre vos responsabilités pour votre propre vie et votre propre état de conscience, plutôt que de penser que votre première responsabilité est la vie de votre sœur et son état de conscience. Ce n'est pas le cas. Vous devez commencer par vous-même. Le changement peut seulement commencer avec vous-même. Donc prenez-vous la responsabilité pour votre propre état de conscience, plutôt que de croire inconsciemment que, bien sûr, vous êtes inquiète, et vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous devez regarder ce que vous appelez l'inquiétude en vous-même. L'activité continue de l'esprit qui réside dans la négativité. Voyez si vous pouvez entrer dans cet état d'acceptation ou de présence et être juste avec vous-même. Je recommande que vous sortiez du mental, que vous mettiez votre attention sur le corps plusieurs fois par jour et de vous connecter avec cette sensation de vie qui est en vous. Pour vous-même. Afin que l'inquiétude est une partie de l'ego, c'est la compulsion à penser constamment. Et elle ne sert à aucun but, car elle ne vous emmène nulle part. C'est similaire à la plainte, elle n'a aucune utilité. Elle ne produit aucun changement dans aucune situation. Peu importe dans quelle mesure vous inquiétez, ce n'est jamais l'inquiétude qui produira un quelconque changement à la situation. L'esprit peut vous faire croire que c'est utile de vous inquiéter, mais c'est faux.
Donc la chose essentielle est que vous sortiez de l'habitude inconsciente d'être dans l'inquiétude continuelle. Donc trouvez un peu de paix en vous-même pour commencer. Et il peut y avoir plus qu'un peu de paix. Commencez avec un peu. Y a-t-il une quelconque paix en dessous de ce bruit mental continu que nous appelons l'inquiétude? Et y a-t-il quelque chose d'autre en vous? Et vous devez réaliser que vous ne pourrez être vraiment utile à votre sœur et vous pouvez être vraiment un agent du changement dans le monde si quelque chose a changé dans votre état de conscience. Autrement, vous ne faites que contribuer à la confusion. Donc, trouvez, avec le fait de méditer, le fait d'amener autant que possible votre conscience au moment présent, le fait d'amener votre conscience dans le corps intérieur, autant que possible, sortez de votre esprit pensant et entrez dans la présence. Et réalisez que l'esprit peut dire « Tu n'es pas en train d'aider ta sœur », mais c'est en fait le commencement d'une véritable aide pour l'autre. Car la seule chose que vous pouvez faire est vraiment de vous aider vous-même. C'est ça. Mais l'esprit vous dit « Je dois sauver ma sœur ». Et vous dites que ce n'est pas nécessairement vrai. Non, ultimement, votre sœur est aussi responsable. Ça ne signifie pas qu'un être humain ne peut pas en aider un autre. Mais ce qui est essentiel, quand nous nous demandons si nous serions ou non d'une aide pour un autre être humain, c'est de savoir s'il y a quelque chose en nous qui peut apporter un changement dans la conscience de l'autre être humain. À moins qu'un changement se produise en vous, il ne peut émerger. Et d'une façon plus générale, ce problème de l'inquiétude concerne beaucoup de gens. Ils se réveillent au milieu de la nuit et s'inquiètent. Durant la journée, ils continuent de s'inquiéter à propos de ceci ou de cela. Que signifie le fait de s'inquiéter? Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'il y a un mouvement inconscient de l'esprit se projetant, en général, dans le futur et vous voyez un futur terrifiant qui va se produire. Vous voyez des conséquences négatives. Bien sûr, beaucoup de ces projections ne se produiront jamais, mais l'inquiétude prétend être nécessaire. Vous devez voir cela très clairement. L'inquiétude prétend qu'elle est nécessaire. Prétend nécessaire. Vous devez voir qu'elle n'a aucune utilité. L'inquiétude prétend être nécessaire, mais ne sert aucun but utile. Et une fois que vous voyez qu'elle n'a aucune utilité, vous pouvez alors parfois être capable de sortir de cela et de voir « Oh !» et alors devenir présent. Vous pouvez devenir présent si vous pouvez quitter l'inquiétude pendant un moment. Vous pouvez alors être présent assez pour dire « Que puis-je faire maintenant? Comment puis-je être maintenant, dans ce moment? Pour moi-même, pour la sœur, pour peu importe ce dont vous avez besoin. » Et le plus grand des cadeaux que vous pouvez faire à quelqu'un, particulièrement qui souffre comme une sœur, quand vous êtes avec eux, quel est votre état de conscience? Êtes-vous capable d'amener la présence quand vous vous connectez avec votre sœur ou n'importe quel autre être humain que vous voulez aider? Pouvez-vous être présent avec eux? Pouvez-vous leur offrir de l'espace pour être? C'est cela, soigner. La guérison. Vous pouvez être un agent de guérison pour un autre. Pas dans le sens « je vais te guérir ». Ne pas croire, ce serait encore l'ego, que je vais te guérir. Non, soyez simplement là en tant que l'espace conscient d'une présence, ne désirant pas faire quelque chose d'autre, juste être là en tant que présence consciente avec une autre personne. C'est très dur pour les gens. Je comprends que c'est très dur pour les gens. Et c'est pourquoi nous parlons d'un changement. C'est un changement. Oui, et je comprends comment c'est difficile. Je lis ce livre en ce moment d'un invité qui viendra à l'émission et qui s'appelle Beautiful Boy. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est l'histoire du père. Le père et le fils ont écrit ensemble un livre. On en reparlera prochainement sur le Oprah Show. Son fils était un toxicomane pendant de nombreuses années et c'est très très dur, particulièrement pour les parents. Et comme dans ce cas, Mélissa, une sœur de toxicomane, de rester à côté et regarder quelqu'un se suicidant jour après jour avec la drogue. Donc l'acceptation est une partie importante de cela. C'est au moment où vous avez besoin d'accepter. Arrêtez de résister. Arrêtez de résister. Et ne pas amener de la résistance toujours dans la relation. Car vous renforcez ce que vous combattez et ce que vous résistez persiste. Page 75. Vous
renforcez tout ce contre quoi vous vous battez et ce à quoi vous résistez se perpétue. Pourquoi est-ce comme ça? Parce que ce monde fonctionne en termes de polarité. Donc, si vous renforcez une polarité, vous renforcez immédiatement la polarité opposée. C'est de la physique. Physique, oui. C'est exactement la même chose. C'est de la physique, ok. Vous dites qu'en ce moment, on entend fréquemment l'expression en guerre contre ceci ou cela, et à chaque fois que vous entendez cela, vous savez que c'est voué à l'échec. Il y a une guerre contre la drogue, contre le crime, une guerre contre le terrorisme, le cancer, la pauvreté, etc. Malgré ces guerres contre ces choses-là, chacune de ces choses s'amplifie plus que jamais. C'est ça, car ce que vous combattez, vous le renforcez, et ce à quoi vous résistez persiste. Oui, et alors l'implication, bien sûr, il y a une autre façon d'aborder les choses, les situations. Et c'est de faire la paix avec elle. Faire la paix avec elle. Et ensuite, agissez. L'action vient alors d'un état de conscience complètement différent. L'action vient de la présence. De la présence, ce n'est plus une réaction. Oui, elle vient de la présence et non du fait d'être sur la défensive. Je comprends. Et l'action est alors beaucoup plus puissante et efficace que quand elle n'est pas défensive et négative. Nous avons Dana de Monrovia, au Libéria, au téléphone. Hello? Hello Oprah, hello Eckhart, c'est Dana. Hello, c'est Dana. Comment allez-vous? Oh, nous sommes heureux de parler à Monrovia. Bonsoir. Thank you. Ma question est à voir avec la non-réaction dans les relations. Est-ce que ça serait pareil que de dire que l'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais plutôt l'indifférence, considérant le fait de ne pas faire de cette situation une situation personnelle? Ok, c'est votre question. Oui, je ne comprends pas complètement la question. Merci. Ne partez pas, Dana, continuez. Concernant la non-réaction, serait-il pareil de dire que l'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais plutôt l'indifférence? Voulez-vous dire que la non-réaction est de l'indifférence? Oui, c'est ce que je demande. Particulièrement si on ne la prend pas dans un contexte négatif. Ok, je ne suis pas sûre que ce soit très clair. Bien. Non-réaction signifie que vous reconnaissez quand un autre être humain exprime le comportement d'un ego qui veut avoir raison ou que vous ayez tort ou qui vous accuse de ceci ou de cela. Souvent, l'ego se manifeste de nombreuses différentes façons. Vous reconnaissez que c'est l'ego et vous ne réagissez pas à lui. C'est-à-dire que vous ne confondez pas ce comportement avec qui est cet être humain. Cela signifie que vous autorisez l'ego à être là sans combattre ce comportement. Par exemple, ceci qui s'est passé il y a quelques années est un exemple intéressant. Un plombier est venu faire des réparations dans mon logement. Il était très agressif et grossier. Le plombier. Le plombier. Et je l'ai traité comme s'il était un noble invité. Très poliment, je lui ai expliqué ce qui devait être réparé, car j'ai perçu qu'il était pris dans ce type de fonctionnement depuis peut-être des années. Peut-être ça a commencé durant l'enfance, si les gens autour de lui étaient rudes avec lui. Et donc il y avait un fonctionnement agressif et déplaisant, apparemment profondément installé, basé sur le fait de voir les autres comme des ennemis. Et je n'ai pas réagi car j'ai perçu cela en tant que dysfonctionnement, lui. Et ce n'était pas du tout lui, donc j'ai simplement accepté son comportement et j'ai juste mis mon attention sur ce qu'il y avait à réparer. Après 20 minutes, il était complètement changé. Et soudainement,
Un merci. Peut-être pour la première fois. Quelqu'un avait été agréable avec lui. Oui, car tous les autres réagissaient à lui de la même façon qu'il agissait et recevaient la réaction. Et c'est comme ça que la plupart des humains abordent leur réalité quotidienne. C'est la situation du chauffeur de taxi. Oui, et pour la plupart des gens, leur réalité quotidienne n'est pas vraiment une réflexion de leur état intérieur prédominant. Et donc la partie illuminée de nous-mêmes, après avoir lu ce livre et s'être réveillé, nous réalisons ce que vous dites ici dans le chapitre 3, au cœur de l'ego. Nous devrions être capables de reconnaître l'ego, non seulement en nous, mais aussi chez les autres. Donc quand vous voyez cette sorte de réaction chez quelqu'un, vous réalisez que c'est leur ego, ce n'est pas eux. On pourrait presque dire que c'est comme une maladie mentale. Donc la présence en vous répond. Elle est en relation avec la présence en l'autre. Vous devez être vraiment hautement évolué pour faire cela. Ce n'est pas de l'indifférence. À propos, ce n'est pas de l'indifférence. Non, c'est juste. C'est de la compassion. Merci pour ça. Merci, Dana. Maintenant, la question est, vous dites que vous avez besoin d'être hautement évolué. Oui, car la plupart des gens sont juste dans la réaction. C'est vrai de dire, car en premier, la réaction est si automatique. Quand quelqu'un se comporte de façon inconsciente, c'est très automatique de réagir de la même façon. Maintenant, alors que les gens commencent à devenir plus conscients de leurs égos, en général, après que ça se soit produit, ils deviennent conscients qu'ils avaient réagi à la façon du vieil ego. Après l'événement, et au bout d'un certain temps, durant la réaction elle-même, vous devenez soudainement conscient que c'est ce que vous faites. Quelqu'un m'a juste dit la nuit dernière, et cela arrive souvent, vous savez, avec les compagnies aériennes, mon Dieu, si vous pouvez aller d'un point A à un point B ces jours-ci sans perdre vos bagages, ou que le vol soit annulé, ou que vous soyez assis sur le tarmac, etc. Et ils étaient en train de lire le livre, et au milieu de tout ça, vous savez, vous êtes à l'heure pour le vol. Je suis sûre que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous. Tout est OK, vous y allez, il n'y a pas de siège, et d'autres gens n'avaient pas de siège non plus. Et autour d'eux, les gens commençaient à s'énerver. Et cette personne a dit qu'ils avaient décidé de rester calmes. C'est mon neveu en fait. Et les gens autour de lui commençaient à s'énerver. Et soudainement, au bout d'une demi-heure, sorti de nulle part, enfin pas vraiment de nulle part, une personne derrière le guichet fait l'appel. Et de tous les noms, c'est lui qu'elle appelle en premier. Lui qui était assis là, calmement. Il ne le connaissait pas plus qu'un autre. Mais vous savez, finalement, ça s'est arrangé. Ça ne veut pas dire que ça s'arrange tout le temps comme ça. Mais il a réalisé, après avoir lu le livre, que ça n'avait aucun sens de s'énerver. Oui, et pas seulement ça, mais c'est aussi vrai que les choses ont bien plus de chances de s'arranger quand vous êtes dans un état de conscience harmonieux et non dans la résistance. Ce qui nous amène à la page 77. Voulez-vous la paix ou le mélodrame ? Vous dites que nous voulons tous la paix. Il n'y a personne qui ne veut pas la paix. Pourtant, il y a quelque chose en vous qui veut le mélodrame, qui veut le conflit. Et à chaque fois que vous allez dans le mélodrame, vous pouvez, comme nous pouvons tous, je pense maintenant, un petit peu de toute façon, vous détacher de la pensée. Vous voir en train d'avoir la pensée. Reconnaître que vous, le jeu de « je suis », est la conscience se voyant avoir la pensée. Quand vous pouvez voir la pensée, vous détachez un petit peu, qu'avez-vous réalisé alors? C'est la chose vitale de le voir au milieu de tout ça, de soudainement devenir conscient que c'est un vieux système en vous, un schéma de l'ego en vous. Il peut même ne pas s'arrêter immédiatement, mais au moins il y a soudainement une présence qui témoigne en arrière-plan. Mais l'ego veut se plaindre, l'ego veut avoir du ressentiment, l'ego veut du mélodrame. Et voir cela en soi-même. Et on pourrait presque dire qu'il y a quelque chose chez les humains que nous pourrions appeler la dépendance au mécontentement. Quand vous êtes mécontent pour quelque raison que ce soit, une fois que vous êtes pris dans cette énergie du mécontentement, vous ne voulez pas en sortir.
C'est ça, car l'ego aime ça. Oui, donc il y a une dépendance. En fait, à un certain niveau, vous jouissez de votre mécontentement. Et quand vous devenez conscient de ça, alors soudainement, vous en sortez. Donc parlons maintenant de la force de la conscience dont vous parlez en page 78. Ainsi arrive dans votre vie une force qui est bien plus grande que l'ego, bien plus grande que le mental. Tout ce qu'il faut pour se libérer de l'ego, c'est en devenir conscient, puisque l'ego et la conscience sont deux choses incompatibles. C'est la page 78, premier paragraphe. La conscience de ce qui est représente la force que le moment présent abrite. C'est pour cette raison qu'on appelle aussi présence, la raison d'être ultime de l'existence humaine, ou en d'autres mots, notre raison d'être, c'est d'actualiser cette force dans le monde. C'est pour ça que nous sommes là. Oui, c'est l'impulsion universelle, l'impulsion universelle, l'évolution de la conscience. C'est l'impulsion derrière l'univers. L'univers va vers l'évolution de la conscience. Et nous sommes une manifestation de l'évolution de la conscience dans ce monde. Nous en sommes une. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Même une plante est une manifestation. Mais notre raison d'être ultime de l'existence humaine est d'amener cette présence, cette conscience dans le monde, de devenir de plus en plus conscient dans notre vie quotidienne. Et ça, peu importe la forme que prend votre monde et votre vie, que vous reconnaissiez, comme vous dites en page 79, est-ce que je peux sentir mon essence en tant qu'être, le « je suis » en arrière-plan de ma vie en tout temps? Ou pour être plus précis, est-ce que je peux ressentir le « je suis » que je suis en ce moment? Oui, et une façon de se diriger facilement vers cela est l'acceptation de ce moment tel qu'il est, sans désirer qu'il soit différent, ou le rejeter, ou y résister. Si vous pouvez accepter, si vous pouvez voir que la chose première dans votre vie est le moment présent, car il n'y a jamais rien d'autre. C'est toujours maintenant. Donc vous devez voir si vous pouvez avoir une bonne relation avec le moment présent, car si vous n'avez pas une bonne relation avec le moment présent, vous n'avez pas une bonne relation avec la vie, car la vie est maintenant. Donc accepter ce moment tel qu'il est peut vous connecter avec la dimension de profondeur en vous. Et c'est comme ça que nous commençons à calmer l'ego. C'est en étant plus pleinement présent maintenant. C'est la porte de sortie hors de l'ego, le moment présent. Le moment présent est la sortie cachée, car l'ego ne veut pas que vous la trouviez, que vous sachiez qu'il y a une sortie et qu'elle s'appelle le moment présent. Le moment présent est la porte qui mène hors de l'ego. C'est la sortie. Le moment présent est la porte de sortie. Ok, et donc chaque fois que vous vous trouvez en train de vous plaindre, chaque fois que vous avez le besoin, comme nous disions la semaine dernière, de vous sentir supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre, vous savez que c'est votre ego. Et chaque fois que vous reconnaissez que c'est mon ego et que vous pouvez aller dans le moment présent de ce qui se passe maintenant et que vous pouvez vous voir en train de le faire, c'est cela l'éveil. Ok, Ginger est chanteuse, auteure, interprète, vivant à Berlin, et il nous appelle via Skype. Hello. Hello. Berlin. J'imagine ce que ça veut dire hello. Oui, exactement. Bien, je sens que c'est comme si j'étais consciente des choses que je fais qui sont destructives et que je ne semble pas être capable de les arrêter. Je sens que j'étiquette les choses qui sont mauvaises pour moi et ensuite j'y résiste, comme manger de la nourriture frite ou boire trop ou les relations. J'y résiste et je sens que ça crée une source d'anxiété. Et parfois, les décisions importantes dans ma vie viennent facilement. Mais ces petites choses, des petites décisions quotidiennes, elles s'accumulent et deviennent une source d'anxiété. Donc ma question est comment être dans cette action inspirée, cette facilité d'action, pas
pas seulement à propos de décisions importantes, mais aussi quand il s'agit de faire des changements, des choix sains dans votre vie quotidienne. Eh, les gars, bonne question. Merci, Ginger. Oui, je disais, je sais que je le fais de toute façon. Ok. Pourquoi est-ce que cela doit être une lutte juste pour faire la chose juste? Vous savez, pour moi, c'est toujours à propos de la nourriture, toujours la nourriture. Comment ça peut devenir facile, se faire sans effort? C'est bien ça votre question? Oui, et de quoi parlez-vous? Pour moi, ce serait les chips, et pour vous, pour moi, c'est le vin rouge, les frites. Ok, un peu de vin rouge de temps en temps. Et quelque autre chose, bien sûr. Donc, vous voulez dire que quand vous mangez des frites... Et elle sait que ce n'est pas très bon pour... Et alors, il y a une voix dans ma tête qui dit que vous ne devriez pas en manger. Néanmoins, vous en mangez. C'est un peu comme un match de tennis. Manger beaucoup, manger trop, a beaucoup à voir avec l'ego aussi. Car l'ego vit dans un état constant de pas assez. Il recherche toujours quelque chose d'autre pour se remplir. Et en général, ce sont des expériences pour s'identifier à ceci ou cela. Des choses. Des choses. Mais c'est aussi le besoin de plus, comme je l'appelle, qui est inscrit dans le fonctionnement de l'ego, qui est parfois transféré dans le corps et que vous expérimentez alors comme le désir de manger bien plus que ce que le corps veut en réalité. C'est pour en prendre plus. Donc vraiment, manger consciemment est vraiment le moyen d'en sortir. Par exemple, je suggérerais que quand vous mangez des frites, d'en faire une méditation et de les manger consciemment, sans qu'il y ait une entité secondaire dans votre tête vous disant que vous ne devriez pas en manger. Mangez-les pleinement et consciemment et en même temps ressentez votre corps pendant et après les avoir mangés. Alors vous amenez un peu de présence dedans et vous pouvez réaliser que dans certains cas, qu'en fait le corps ne veut pas en manger. C'était l'esprit qui voulait en manger. Mais ainsi, mangez consciemment. Si vous mangez un sandwich, si vous allez dans le frigidaire, parfois les gens se lèvent au milieu de la nuit, ils ouvrent la porte et il y a un besoin, j'ai un besoin d'aller... Le corps n'en a pas besoin. Vous essayez de nourrir quelque chose. De nourrir quelque chose, oui. Pour moi, c'est aussi l'anxiété que la résistance, pas juste pour la nourriture, mais les choses que j'étiquette comme étant mauvaises pour moi semblent me causer beaucoup d'anxiété. Ce qu'il dit est d'arrêter de résister. En fait, après avoir lu ce livre, j'ai essayé ça récemment, exactement ce que vous avez dit. Et c'est ce que vous allez trouver. Si vous arrêtez d'y résister, car les frites ne sont pas mauvaises, c'est la pensée dans votre tête qui vous dit que les frites sont mauvaises. Et si vous faites ce qu'il recommande, si vous vous asseyez et que vous en faites consciemment une méditation, ce que vous allez trouver, c'est que vous ne mangerez pas 2 paquets de frites inconsciemment, que vous allez jouir de chacune des frites et dans la jouissance et le plaisir. Si vous arrêtez quand ce n'est plus plaisant, vous savez, ce n'est plus plaisant. Après 3, 4 ou 5, au moment où vous en avez mangé un paquet entier, vous ne les goûtez même plus vraiment. Il dit, faites-en une méditation, soyez avec ça, ressentez-le, autorisez votre corps entier à être avec ça, ressentez la sensation et quand vous en avez fini avec le plaisir de cela, laissez-le aller. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Et la même chose avec le vin rouge. Et je suppose avec toutes les autres choses. Quand j'avais 20 ans, je m'enivrais souvent, comme font souvent les jeunes. Maintenant, je bois encore un verre avec plaisir. J'aime beaucoup ça. Et je sais qu'après un verre de vin, parfois je demande, mon corps veut-il un autre verre, et d'habitude je ne peux en boire plus d'un. C'est très rare que je boive 2 verres, car le corps dit stop. Vous pouvez sentir votre corps. Il vous dira souvent si c'est juste ou non de manger ou de boire quelque chose. Bien, c'est un point important que vous venez de souligner. Je viens juste d'avoir une compréhension, car vous ne devenez pas
obèse ou même ivre ou drogué aussi longtemps que vous agissez consciemment. C'est quand vous devenez inconscient de manger trop, inconscient de boire trop. L'inconscience est là quand vous êtes pris de façon obsessionnelle. Oui, toutes ces addictions sont inconscientes. Ginger de Berlin, j'aime le verre que vous portez. C'est fantastique. Merci. Bonne fête, jouissez de vos frites. Amusez-vous, oui. Prenez un verre de vin consciemment. Page 78, tout le monde, paragraphe du bas. Qu'est-ce que la réalisation spirituelle? La croyance que vous êtes esprit? Non, ceci est une pensée. Se rapproche de la vérité si l'on pense que vous êtes celui que votre certificat de naissance dit que vous êtes. Mais il s'agit encore d'une pensée. Donc, nous ne sommes pas l'esprit. Je pensais que nous étions esprit. Qu'est-ce que cette idée alors, comme quoi nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine? Quand nous disons que nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine, ce n'est pas encore la réalisation de ce que nous sommes, c'est la croyance que nous sommes. Donc c'est une approche qui vient de la croyance. La croyance est encore un concept mental, c'est un peu plus proche, comme je disais, de la croyance que vous êtes, ce que votre certificat de naissance vous dit que vous êtes. Mais ce n'est pas la réalisation, aucune pensée que vous pouvez avoir sur vous-même est la réalisation. Ok, bien, c'est une autre chose. Vous savez, beaucoup de gens sont encore en état de conflit en rapport avec cette spiritualité et leur religion. Et ce que j'entends et que je sens que vous dites dans ce livre, c'est que ce livre n'a rien à voir avec le fait de croire. Ce livre est en rapport avec ce que vous êtes amené à découvrir pour vous-même, ce que vous êtes amené à sentir pour vous-même. Et ce que vous dites, c'est que Dieu, dans l'essence de toute conscience, n'est pas quelque chose en quoi croire, Dieu est. Dieu est. Et Dieu est une expérience basée sur le ressenti, pas une expérience de croyance. Et si votre religion est une expérience de croyance, si Dieu est encore pour vous quelque chose à propos d'une croyance, alors ce n'est pas vraiment Dieu. C'est ce que vous dites. Oui, au mieux, croire est quelque chose de transitionnel. De là, vous continuez vers la réalisation qu'il n'y a pas de séparation entre vous et Dieu, entre vous et la source de vie, que vous êtes un avec la source et que vous ne pouvez réaliser cela avec le mental. Croire, ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas une pensée, c'est une réalisation directe en vous-même. Et c'est là, dans l'espace entre deux pensées. Et conceptuellement, vous pouvez alors ne plus savoir. Vous pouvez ne plus avoir une opinion sur qui vous êtes. Et néanmoins, à un niveau très profond, se trouve une connaissance qui ne peut être mise en mots. Donc, qu'est-ce que la réalisation spirituelle? La croyance que vous êtes esprit? Ceci est une pensée. On se rapproche de la vérité si l'on pense que vous êtes celui que votre certificat de naissance dit que vous êtes. Mais il s'agit encore d'une pensée. La réalisation spirituelle, c'est voir clair. En bas de la page 78, que ce dont je fais l'expérience, ce que je pense, perçois, sens, n'est pas finalement qui je suis. C'est voir clairement que je ne peux me trouver dans toutes ces choses qui passent et disparaissent continuellement. Oui. Donc vous êtes l'espace pour toutes ces choses. Vous êtes la conscience. La conscience dans laquelle toutes ces choses, les perceptions sensorielles, les pensées, les émotions arrivent. Elles apparaissent. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ça signifie, vous êtes la conscience dans laquelle le monde apparaît et est vu. Et la conscience elle-même n'a pas de forme. Elle est sans forme et n'a rien à voir avec le temps. C'est la dimension du sans-temps en vous-même. Éternité en est le terme religieux. Pour la plupart des gens religieux, quand ils utilisent le mot éternité, c'est un concept très abstrait. L'éternité, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ou ils pensent que c'est un temps continu qui ne s'arrête jamais. Et ce serait extrêmement ennuyeux si à l'éternité, pas de fin au temps, ça deviendrait très ennuyeux. Je n'aimerais pas que les choses durent toujours. Ma vie continue pour toujours, sans s'arrêter jamais, mais trouver la dimension sans temps
en vous-même est une chose très différente. Le non-temps est très différent de l'éternité. C'est ce que vous dites. La vraie signification de l'éternité est le non-temps. C'est le non-temps. C'est habituellement mal interprété comme signifiant un temps sans fin. Encore et encore et encore. Donc il y a en chaque être humain, en dessous de tout le flot des pensées, en dessous des émotions, il y a cette dimension où le non-temps, où l'éternité réside. Et cela est l'essence de qui vous êtes. Et c'est la conscience elle-même. Et vous pouvez la connaître en réalisant que vous êtes l'espace pour tout ce qui se produit dans votre vie. Un espace de conscience. Profond. Je dois dire que c'est assez profond, car nous sommes en page 80, une de mes citations favorites du livre que j'ai en fait utilisée dans O Magazine. Seule la vérité de ce que vous êtes, quand elle est réalisée, vous libérera. Oui. Connaissez-vous vous-même et vous êtes libre. Mais connaître qui vous êtes ne signifie pas que soudainement vous avez une réponse dans votre tête. Il y a une tranquillité. Et dans cette quiétude, quand vous acceptez que vous ne vous connaissez pas, comme je dis quelque part dans le livre, quand vous acceptez complètement que vous avez réalisé que toutes ces choses que vous pensiez que vous étiez ne sont pas vraiment ce que vous êtes, et qu'alors vous arrivez à un point où vous ne savez pas qui vous êtes, et si vous pouvez accepter complètement que vous ne savez pas qui vous êtes plus près que jamais de ce que vous êtes. Une fois que vous réalisez et acceptez que toutes les structures, page 81, les formes sont instables, y compris les structures matérielles qui ont l'air solides, la paix s'installe en vous. Pourquoi? Parce qu'en reconnaissant l'impermanence de toutes les formes, vous vous éveillez à la dimension de l'absence de forme en vous. C'est ce que vous appelez le cent-ans, c'est ce qui est au-delà de la mort. Jésus l'appelle la vie éternelle. Donc, que croyez-vous qu'il se passe pour nous à la mort, quand le corps meurt? Vous n'avez pas de croyance. Je n'y mets aucune pensée. Vous n'avez jamais pensé à cela, Eckhart? Je connais que l'essence de qui je suis, qui est l'essence de qui vous êtes, est indestructible. Je le sais directement au niveau du feeling. Et vous pouvez le connaître aussi. Mais si vous parlez à un physicien, il vous dira que l'énergie n'est jamais détruite. Elle peut seulement changer de forme, se transformer. Donc, quoi que ce soit qui anime cette forme physique va à un certain point arrêter de l'animer. Et c'est cela qui arrive quand vous voyez un corps mort. Quand vous voyez un corps mort, il y a 1 an et demi, mes 2 parents sont morts en l'espace de quelques mois. Et j'ai vu clairement, très clairement, à chaque fois, j'ai vu le corps de ma mère étendu là. Quelques mois plus tard, j'ai vu le corps de mon père étendu dans le cercueil. Et j'ai réalisé que la forme était encore là, mais que l'essence de cet être n'était plus là. Donc l'essence de leur être n'a jamais été la forme. L'essence n'était plus là. Et c'est cela qui anime la forme. L'essence de cet être n'a jamais été la forme. L'essence de cet être habitait la forme. Et maintenant, elle n'habite plus la forme. Oui, donc vous pouviez voir qu'il y avait une coquille vide là. Et c'était une réalisation d'une telle clarté. Oui, beaucoup de gens qui ont vu leur être aimé dans le cercueil voient ça. Oui, donc ce qui était la vie à l'intérieur de la forme a toujours été invisible. Tout ce que vous pouviez voir était la forme. Peut-être pouviez-vous voir la vie à l'intérieur de la forme. Mais la vie est toujours invisible. Et ultimement, la vie n'a elle-même pas de forme. Et donc vous voyez, soudainement, quelqu'un meurt, l'essence est partie, la vie à l'intérieur de la forme est partie. Donc ce que vous dites encore en page 79, c'est d'être capable d'être dans la forme et d'être capable de sentir l'aspect sans forme de vous-même. Être dans la forme et sentir qu'il y a un état d'être essentiel, sans forme, le « je suis » en arrière-plan de votre vie, en tout temps, et cette conscience, ce sans forme est ce qui peut entendre, voir, sentir les pensées qui continuent tout le temps. Et il y a un petit espace, juste un espace entre les pensées et le fait d'être conscient des pensées. Et c'est là que nous
Je réside. Oui, vous êtes la conscience apparaissant en tant que personne pour un petit moment, mais en essence, vous êtes conscience. Et en tant que conscience, vous êtes sans temps, vous êtes éternel dans le sens absence de temps. Quand la forme elle-même repose là dans le cercueil, où est partie cette absence de forme et de temps? Transformée, soit elle rejoint la source, ou va vers d'autres expériences, des expériences d'éveil. D'une façon que notre esprit ne peut même pas comprendre. Ok, avant de dire au revoir, je vous remercie pour tous autour du monde de rendre cette remarquable expérience possible. Eckhart et moi serons encore là lundi prochain à 20h. Ce cours sera disponible demain sur oprah.com et si vous désirez télécharger n'importe laquelle des émissions, vous pouvez le faire dès demain sur oprah.com et iTunes. Donc vouliez-vous dire en conclusion par rapport au cœur de l'ego? Le cœur de l'ego, parfois nous le regardons comme si c'était une entité, mais vraiment c'est juste une forme d'inconscience. Il paraît être une entité parfois. Il n'est pas menaçant, ne doit jamais être regardé comme un ennemi ou quelque chose dont vous devez vous débarrasser. Il doit seulement être vu pour ce qu'il est. Et l'ego a alors réalisé son rôle, qui est de vous amener à ce point d'éveil. Donc, pour s'éveiller, les humains étaient dans un état d'unité avec la source quand ils sont arrivés au début, et ensuite ils se sont perdus. Ils se sont perdus dans la pensée, ils se sont perdus dans l'esprit, ils se sont perdus dans l'ego. Et ensuite ils ont atteint un stade où cet état d'être perdu produit tellement de souffrance que ce rêve qu'est la vie est devenu un cauchemar et il commence à se réveiller. C'est le stade que nous avons atteint maintenant. Donc, alors que nous nous réveillons, nous retrouvons cet état dans lequel nous étions avant et que nous avons perdu, l'état d'unité avec la vie. Donc, nous nous réveillons maintenant. D'unité avec la source, mais on le retrouve maintenant à un niveau plus profond, car maintenant nous en sommes conscients. Merveilleux, merci. Je suis impatiente d'être la semaine prochaine, car vous savez, cette semaine, nous avons parlé de toutes les choses qui forment le cœur de l'ego, et de comment l'ego aime se plaindre, aime avoir raison, aime le mélodrame et tout ça. La semaine prochaine, nous allons parler des rôles qu'il joue, des nombreux visages de l'ego. Comment tant d'entre nous croient que nous sommes les rôles que nous jouons. C'est la semaine prochaine. Merci à tous. Une autre nuit. Yeah. C'est bon.